Avoir quelqu'un qui incarne en quelque sorte les valeurs que l'on estime propres à sa nation a toujours été un objectif ambitieux. Sous le voile de siècles de tradition, une opération silencieuse s'est déroulée au sein du château de Windsor. Précise, méthodique et imparable. Il n'y eut aucune cérémonie pour la commémorer. Il n'y eut aucune alerte. Pourtant, le prince William et la princesse Anne, la gardienne la plus intransigeante de la monarchie, en étaient au cœur. Ce qui avait commencé comme une restauration s'est rapidement révélé être quelque chose de bien plus profond, un changement permanent lié à l'héritage de Diana, princesse de Galles. S'agissait-il d'un règlement de compte calculé ou d'un hommage planifié depuis des décennies? Car rien ne pouvait modifier le cours des événements une fois que la reine Camilla eut pris conscience de la vérité. Derrière ces murs du palais, que se passait-il réellement? La prochaine révélation est encore plus profonde, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. La tactique discrète qui a tout changé. Les événements qui se sont déroulés derrière les murs du château de Windsor n'ont jamais été destinés à paraître dramatiques de l'extérieur. Tout semblait serein, sous contrôle et inchangé, vu de l'extérieur. Il n'y a eu aucune annonce officielle, aucun signal public, ni aucune indication évidente de conflit au sein de l'organisation. Il semblait que rien d'inhabituel ne se passait tandis que la vie royale suivait son rythme habituel. Sous ce silence méticuleusement préservé, cependant, un processus bien plus déterminé se déroulait, un processus construit avec patience, précision et un contrôle total sur chaque détail. Il ne s'agissait pas d'une réaction à des événements récents ni d'un élan émotionnel. Il n'était pas motivé par une pression extérieure ou une impulsion. Il s'agissait plutôt d'un processus méthodique qui s'était développé progressivement au fil du temps et qui avait été planifié de manière à ce que chaque phase s'enchaîne naturellement avec la suivante. Chaque étape du processus était placée à un endroit précis, menant à une destination qui, une fois atteinte, ne permettrait aucun retour en arrière. Rien ne reposait sur la spontanéité et rien n'était laissé au hasard. Le prince William était au centre de ce plan en cours d'élaboration, travaillant avec un niveau de concentration qui s'était développé au fil de nombreuses années. Sa participation n'était ni cérémonielle ni symbolique. Elle reposait sur un objectif plus profond qui exigeait de la patience, de la discipline et surtout la maîtrise du timing. Les idées en elles-mêmes n'ont pas beaucoup d'importance dans le cadre rigide de la monarchie. Ce qui compte, c'est la capacité à utiliser l'autorité établie pour transformer l'intention en action. William était pleinement conscient de cette réalité, et cela transparaissait dans chacune de ses actions. La princesse Anne est devenue cruciale pour l'ensemble du processus à ce stade. Elle ne se contentait pas d'approuver le cours des événements, elle est devenue le moyen par lequel le plan pouvait être mis en œuvre au sein de l'organisation. Anne, réputée pour sa discipline rigoureuse et son respect inébranlable de la hiérarchie royale, possédait une autorité institutionnelle qu'elle pouvait exercer sans déclaration publique. Elle a utilisé la précision, les procédures et sa présence pour exercer son influence. Anne a fourni le cadre nécessaire pour faire avancer cette vision sans opposition, tandis que William apportait la vision et la motivation émotionnelle. Au lieu d'interférer avec le système, son rôle consistait à travailler entièrement en son sein, en s'assurant que toutes les formalités, exigences et attentes procédurales soient remplies au préalable. En conséquence, même si les fondations sous-jacentes étaient soigneusement réajustées, rien en surface ne semblait sortir de l'ordinaire. Ce qui s'ensuivit fut mené dans le plus grand silence. Les autorisations passèrent par les canaux habituels sans être remarquées. Pour éviter toute perturbation, l'accès aux zones sensibles fut soigneusement contrôlé. Le calendrier fut établi de manière à éviter tout examen minutieux. Chaque action s'inscrivait dans le protocole établi et chaque choix s'appuyait sur un précédent qui le rendait difficile à contester. Il n'y avait pas de détails négligés pouvant servir à changer de cap ultérieurement, ni aucune faille permettant de contester quoi que ce soit. La structure se resserra progressivement sans jamais montrer de signe de pression. Il n'y eut aucune confrontation directe avec le système. Au contraire, le processus fut dirigé de l'intérieur en utilisant ses propres règlements comme fondement de la transformation. Au moment où la dernière phase fut achevée, l'autorisation au sens conventionnel du terme n'était plus un facteur déterminant. Bien avant que quiconque en dehors du processus ne s'en rende compte, celui-ci avait déjà été mis en place. Ceux qui sont restés en dehors de cette séquence méticuleusement planifiée sont peut-être les plus révélateurs de tous. Au fur et à mesure que les événements se déroulaient, la reine Camilla n'était pas simplement inconsciente de ce qui se passait. Dès le début, son rôle dans le processus avait été délibérément restreint. Il n'y eut aucune exclusion involontaire, aucune erreur de communication, ni aucune défaillance de coordination. Son retrait délibéré des choix clés était ancré dans la conception même de l'opération. Il n'y avait plus aucun moment réaliste où une intervention aurait pu avoir lieu lorsque tout se mit en place à l'intérieur du château de Windsor. Il n'y avait aucune place pour l'objection et aucune chance de revenir en arrière. Le point de non-retour avait déjà été atteint. D'une certaine manière, tout avait déjà été décidé.
Comment une décision a-t-elle franchi le point de non-retour avant même que quiconque ne s'en rende compte, alors que tous les aspects du château de Windsor se mettaient en place sans aucune opposition, qui contrôlait réellement le moment qui a rendu tout irréversible bien avant qu'il ne soit déclaré s'il n'y avait aucun moyen d'intervenir, enquêtons, le retour irréversible. Le dernier acte s'est déroulé avec une rapidité remarquable, une fois que les fondations avaient été discrètement consolidées derrière les murs du palais. À l'intérieur du château de Windsor, ce qui semblait être un simple changement portait le poids de plus de 2 décennies d'absence. Cela n'a pas été rendu public. Il n'y a eu aucune discussion à ce sujet. C'est simplement arrivé comme si ce moment avait patiemment attendu de se produire. Il régnait depuis longtemps un silence que peu de gens pouvaient ignorer dans la salle des matriarches, un lieu revêtant une importance profonde dans la définition de l'héritage royal. Une présence avait été absente d'un lieu où l'histoire est méticuleusement conservée et exposée depuis des décennies. Cette absence qui a commencé après 1997 avait subtilement influencé la manière dont l'histoire de la monarchie était racontée aux personnes qui traversaient de ces salles, puis ce silence a été brusquement rompu. Avec précaution, le portrait de Diana, princesse de Galles, fut avancé et mis en place. Il fut positionné exactement là où il avait toujours dû se trouver, non pas dans un rôle secondaire ou en arrière-plan. Une femme dont la présence incarne la continuité et la stabilité se tient aux côtés de la reine Élisabeth, de la monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire britannique. Rien n'avait été laissé à la discussion. Il n'y avait aucune possibilité pour qu'une objection fasse son chemin, aucune faille procédurale et aucun détail négligé. Bien que l'héritage de Diana ait toujours été entouré d'émotions, cela n'était pas motivé par l'impulsion ou l'émotion. Il s'agissait plutôt du reflet de quelque chose de bien plus délibéré. C'était le résultat d'un long processus. Même si cela avait nécessité des années de préparation minutieuse, chaque choix silencieux fait auparavant avait conduit l'acte final à ce moment précis où il semblait presque naturel. Même si aucun mot n'était prononcé à voix haute, les personnes présentes savaient ce qu'elles voyaient. Un lieu qui semblait vide auparavant semblait désormais plein. Une histoire qui n'avait été racontée qu'en partie était désormais racontée dans son intégralité. Et il devint évident dans ce silence qu'il s'agissait de bien plus que de la simple restauration d'un portrait. Il s'agissait de changer la manière dont la monarchie honore l'une de ses figures les plus importantes afin que son statut dans cette histoire ne puisse jamais être remis en question ni effacé. Même en silence, tout le monde dans la pièce le sentit immédiatement. Soudain, ce qui semblait manquer était à nouveau complet. Cependant, s'agissait-il réellement d'une restauration ou d'une réécriture plus profonde de la mémoire royale, si tel est le cas qui a pris la décision secrète que l'histoire ne serait plus jamais remise en question? Restez avec nous. L'instant où l'on perd le contrôle. Ce qui s'est passé à l'intérieur du château de Windsor et le timing précis qui a façonné l'opération du début à la fin sont ce qui a rendu l'ensemble de l'opération encore plus remarquable. Chaque étape avait été planifiée avec un soin extrême pour s'assurer qu'il n'y ait aucune place pour les retards, les interruptions ou les influences extérieures. Le timing lui-même semblait artificiel, comme si chaque heure avait été choisie délibérément plutôt que par hasard. La reine Camilla n'était pas à Londres pendant la dernière phase de la procédure. Elle était absente pour un engagement royal prévu totalement concentré sur des tâches qui semblaient être ordinaires à première vue et n'avaient rien à voir avec ce qui se passait derrière les murs du palais. Rétrospectivement, son itinéraire semblait correspondre aux événements se déroulant à l'intérieur du château de Windsor avec une précision remarquable, même s'il suivait un calendrier structuré qui semblait routinier et prévisible. Son absence du centre de l'activité était d'autant plus remarquable avec le recul que rien dans son emploi du temps n'indiquait d'urgence ou de déviation. L'opération à l'intérieur de Windsor a pris fin alors qu'elle continuait à s'impliquer ailleurs. Au moment où elle était prête à revenir, l'atmosphère au sein de l'institution avait déjà changé de manière irréversible. Il n'y a eu ni prise de conscience progressive, ni transition graduelle. Au contraire, le changement a été instantané total et achevé au moment où elle est revenue au cœur du processus décisionnel royal. L'installation du portrait de Diana, princesse de Galles, dans la salle des matriarches était au cœur de ce processus achevé. Il ne s'agissait pas d'une proposition en cours, ni d'une évolution naissante. C'était déjà fait. L'emplacement avait été choisi avec une précision absolue, garantissant sa place dans un espace d'une grande importance historique et symbolique. Parallèlement, tous les documents justificatifs avaient été finalisés, confirmés et officiellement enregistrés au sein du cadre institutionnel. Il n'y avait aucune lacune administrative ni aucune étape procédurale inachevée car toutes les autorisations nécessaires avaient déjà été obtenues. Lorsque la reine Camilla a finalement appris la nouvelle, sa réaction a été rapide et passionnée. À mesure que la réalité de ce qui s'était passé s'imposait à elle, sa première réaction a été un choc violent et désorientant. Le besoin de clarification et d'explication a rapidement transformé ce choc en rage. L'urgence a pris le dessus par la suite.
Les instructions ont été données avec une autorité ferme, les questions ont été posées sans hésitation et les demandes de clarification immédiate ont été satisfaites. Les demandes de réunion se sont succédées à un rythme effréné, toutes visant à comprendre et, si possible, à annuler ce qui avait déjà été fait. Mais ce qui s'ensuivit marqua une rupture nette avec tout ce qui avait jusqu'alors caractérisé son pouvoir au sein de la hiérarchie royale. Aucune négociation, ni aucun délai n'ont été accordés à aucune demande, quelle que soit sa nature ou son urgence. Au contraire, elles ont été rejetées avec une finalité et une fermeté sans appel. Il n'y avait aucune place pour un réexamen, aucun processus d'escalade, et rien n'indiquait que la décision puisse être remise en cause de quelque manière que ce soit. Les réponses ont été systématiquement données avec la même finalité inébranlable. Il n'y aurait aucune intervention pour modifier ce qui avait déjà été décidé, aucun réexamen d'urgence et aucun revirement. Pour la première fois depuis des décennies, le système n'a pas cédé à son autorité ni à sa position. Ce moment a révélé un changement plus profond au sein de la structure dans laquelle elle travaillait depuis si longtemps. Ces directives ne recevaient plus la même réponse de la part de l'institution. Au contraire, celle-ci restait figée conformément à un choix qui avait déjà été intégré à sa structure interne. Ce qui se passait n'était pas indifférent ou une brève altercation. Avant même qu'une réaction puisse s'amorcer, une fermeture structurelle s'était déjà établie. L'équilibre des pouvoirs avait basculé à l'intérieur de ces murs d'une manière perceptible mais difficile à contester. Les voies d'autorité auparavant disponibles étaient fermées. Il devint évident que ce qui s'était produit n'était pas de la résistance au sens conventionnel du terme, car cette réalité était désormais incontestable. Intégrée dans le cadre même de ce qui avait déjà été décidé, il s'agissait d'un verrouillage complet et intentionnel du processus. L'accès s'était brusquement fermé et l'autorité s'était discrètement déplacée à l'intérieur de ces murs royaux. S'agissait-il simplement d'une opposition ou d'un verrouillage du pouvoir plus profond et intentionnel? Une question a surgi alors que l'institution s'enfermait dans le silence. Qui a réellement pris cette décision et quelle force invisible l'a rendue immuable, continuait à observer. Une promesse tenue au fil des ans. Il était évident que ce moment n'était pas survenu de nulle part, alors que la réalité de ce qui venait de se passer commençait à s'imposer entre les murs du château de Windsor. Ce n'était ni impulsif ni abrupt. Le monde assistait à l'aboutissement de quelque chose qui s'était subtilement développé, pendant des années façonné par la discipline, la mémoire et un sens inébranlable du devoir. Pour le prince William, les origines de ce moment remontent à 1997. Il marchait derrière le cercueil de sa mère, Diana, princesse de Galles, alors qu'il n'avait que 15 ans. Ce moment allait entrer dans l'histoire royale moderne comme l'un des plus marquants. Le chagrin caractérisait ce moment, mais sous ce chagrin se cachait quelque chose de bien plus tenace et de moins évident. C'était un engagement silencieux qui a façonné les années qui ont suivi sans avoir besoin d'être prononcé à voix haute. Cette promesse est restée constante au fil du temps. Elle a pris une forme différente. Elle a mûri. Ce qui avait commencé comme une émotion très intime s'est progressivement transformé en un sens distinct des responsabilités. William ne s'y est pas attaqué avec une passion ou une urgence affichée. Il a plutôt agi avec patience. Il a observé. Il a acquis des connaissances. Il a commencé à comprendre les rouages de l'institution dans laquelle il était né, réalisant qu'un véritable changement au sein de la monarchie nécessite une planification minutieuse, plutôt qu'une action impulsive. Peu de gens ont jamais été témoins de la manière dont cette préparation a pris forme en coulisses. Des conversations discrètes avec les archivistes du palais ont porté sur la compréhension de la présentation et de la préservation de l'histoire. Les règles régissant l'emplacement des portraits ont été minutieusement passées en revue. Chaque règle a été examinée pour s'assurer que toute action ultérieure serait bien fondée. Il y avait une volonté persistante de comprendre les limites de l'institution et d'y travailler d'une manière difficile à contourner plutôt que de les remettre directement en cause. C'est la rigueur de cette entreprise qui lui a conféré toute son importance. William voulait faire plus que simplement rendre un hommage symbolique à sa mère. Il visait quelque chose de bien plus durable, il voulait s'assurer que sa place dans l'histoire royale serait solidement établie de sorte qu'elle ne puisse être subtilement remise en cause ou progressivement affaiblie au fil du temps. Cet objectif a guidé chacune de ses actions. Les bases étaient déjà posées lorsque l'occasion s'est enfin présentée et la princesse Anne se tenait à ses côtés avec une autorité qui a permis de passer de la préparation à l'action. Avec son aide, les années de préparation sont entrées dans leur phase finale, où l'intention et l'exécution se sont rejointes, et une promesse en place depuis 1997 a enfin reçu le pouvoir de se concrétiser au sein même de l'organisation qui avait auparavant permis cette absence. Et si l'intervention de la princesse Anne aux côtés de William, qui a transformé des décennies de planification discrète depuis 1997 en quelque chose d'irréversible, avait été le véritable tournant plutôt que la décision elle-même. Cet objectif ultime allait-il être mené à bien ou s'agissait-il du début d'un changement plus profond au sein de la monarchie? Restez à l'affût. La mise en place finale était l'œuvre d'un architecte silencieux.
La promesse de longue date du prince William portait une grande partie du poids émotionnel de toute l'opération, mais des mains plus discrètes et une précision plus froide ont façonné la véritable structure qui a permis de la mener à bien. La princesse Anne est finalement devenue le centre de l'attention, non pas à cause d'une proclamation publique, mais plutôt grâce à un contrôle strict qui a éliminé toute possibilité de doute. Elle a été impliquée dès le début dans les aspects les plus délicats de l'exécution finale à l'intérieur du château de Windsor. Elle s'intéressait davantage à la structure qu'au symbolisme. Sous sa supervision, chaque détail susceptible d'avoir un impact sur le résultat a été examiné. Chaque source potentielle de perturbation devait être éliminée avant même qu'elle ne puisse survenir. Le personnel devait être positionné avec soin, l'accès devait être restreint et le timing devait être précis. Il n'y avait aucune place pour l'erreur et aucune n'était autorisée tant qu'elle était aux commandes. C'est son approche de l'ensemble de l'événement qui a rendu son rôle si crucial. Celui-ci n'a jamais été considéré comme cérémoniel ou ambigu. Il a plutôt été traité comme une correction apportée au récit historique existant de l'institution. Le déroulement du processus a été complètement modifié par ce cadrage. La restauration de quelque chose que l'on croyait perdu dans le cadre de la mémoire royale a pris le pas sur l'ajout de quelque chose de nouveau. L'ambiance s'est transformée en un silence total lorsque le portrait de Diana, princesse de Galles, a été soigneusement placé dans la salle des matriarches. Aucune réaction extérieure ni émotion visible n'a été observée chez les personnes présentes. Ce moment était dépourvu à la fois de formalité et d'applaudissements. Au contraire, tout le monde s'accordait à dire qu'une décision avait été prise. Comme l'espace lui-même avait déjà pleinement intégré le symbolisme, cet emplacement revêtait une importance qui n'avait pas besoin d'être expliquée. La précision avait guidé chaque étape jusqu'à ce moment-là et rien n'avait été négligé. Le placement à côté de la reine Elisabeth II n'était ni fortuit ni symboliquement éphémère. L'image de Diana a été placée dans un espace destiné à un héritage durable et à la continuité reflétant un alignement délibéré au sein du récit historique de la monarchie. Le rôle de la princesse Anne est devenu clair dans ce silence. Elle achevait le processus plutôt que de réagir à la situation. C'est à ce moment-là, selon ceux qui avaient pris la mesure de la gravité de la situation, qu'elle a exprimé ce qui avait été subtilement suggéré tout au long du processus mais jamais explicitement énoncé au sein de l'organisation. Elle a affirmé dans une reconnaissance directe et sans fioriture que Diana faisait partie intégrante de l'héritage permanent de la monarchie et non un souvenir lointain préservé par le temps. Cette déclaration n'apportait aucune nouvelle signification. Elle a validé les décisions structurelles qui avaient déjà été prises. La princesse Anne est restée silencieuse pendant cette période. Elle a scellé le tout. Puis vint le moment inattendu, une déclaration silencieuse qui a définitivement ancré la position de Diana. Mais s'agissait-il vraiment d'une simple confirmation ou était-ce une indication cachée que quelque chose de bien plus significatif avait déjà commencé au sein de la monarchie? Accrochez-vous bien. Le moment où le pouvoir a cessé de réagir. Une fois l'installation au château de Windsor terminée, l'atmosphère au sein de la cour royale est restée instable et en suspens. Au contraire, elle s'est transformée en quelque chose de plus ambigu où l'autorité était désormais déterminée par la réaction plutôt que par la simple position et dans ce cas précis, la réaction elle-même a commencé à s'estomper. Lorsque la reine Camilla a pris toute la mesure de ce qui s'était passé, elle a agi rapidement pour tenter de défaire le mal. Elle estimait que les plus hautes instances de l'autorité monarchique devaient y prendre des mesures immédiates. Elle s'est directement adressée au roi Charles III, la seule personne qui lui avait toujours apporté le soutien institutionnel le plus solide au fil des ans. Il avait souvent joué le rôle de force stabilisatrice, veillant à ce que sa position au sein de la structure de la couronne reste stable en période de pression publique et de critiques internes. L'importance de ce moment était renforcée par cette histoire. Des années de précédents avaient façonné l'attente qu'une intervention, une correction, une pause, ou à tout le moins un réexamen formel de la décision qui venait d'être prise à l'intérieur du château de Windsor allait suivre. Le schéma établi indiquait que la question ne serait en aucun cas ignorée. Cependant, ce qui s'est produit s'est complètement écarté de cette attente. Le roi Charles III n'a émis aucune objection. Il n'a pas remis en cause cette avancée. Il n'a donné aucun ordre visant à annuler ou à réévaluer ce qui avait déjà été fait. Il n'y a eu aucune tentative manifeste de modifier le résultat déjà garanti par la structure interne de l'institution, ni aucune réponse officielle indiquant un désaccord. Au contraire, il y a eu le silence. Ce silence portait le poids de la finalité et non celui qui implique une hésitation. Le silence n'est jamais dénué de sens lorsqu'il s'agit de la prise de décision royale. Il exprime l'alignement, la position et souvent l'acceptation de ce qui a déjà dépassé le stade de la négociation. Cette absence d'action a constitué un moment charnière pour la reine Camilla qu'il était impossible d'ignorer. La chaîne de soutien attendue ne s'est pas enclenchée. Elle avait compté sur une structure protectrice, mais celle-ci n'a pas réagi. Il ne restait plus qu'un système qui avait déjà été mis en marche et qui avançait sans s'arrêter ni apporter de correction. Le roi Charles III ne s'est pas contenté de rester impartial lorsqu'il a décidé de ne pas agir.
La manière dont la situation a été résolue a été largement déterminée par son inaction. En refusant d'intervenir, il a essentiellement laissé le résultat inchangé. Le plus haut niveau d'autorité ne s'opposait plus au rétablissement de la présence de Diana au sein de la salle des matriarches, ce qui avait déjà été accompli lors des étapes préparatoires antérieures. L'équilibre de longue date du cadre royal a changé de manière subtile mais radicale. Ce changement n'a pas été annoncé. Il n'a pas été officiellement reconnu. Cependant, l'absence d'opposition au sein même de la structure était plus significative que n'importe quel choix explicite aurait pu l'être. L'approbation n'était plus nécessaire pour ce qui avait été initié. Cela existait désormais grâce à l'acceptation même, si cette acceptation était silencieuse. Sans aucune annonce ni opposition, l'équilibre royal ne s'est pas simplement modifié. Il s'est plutôt effondré discrètement pour laisser place à quelque chose de nouveau. Mais qui a réellement donné à la couronne la permission de tout changer si personne ne l'a formellement approuvé? Et derrière les murs du palais, quelle force supérieure dirigeait déjà ce silence, le rééquilibrage silencieux de la couronne? L'impact de la décision du roi, Charles III, de garder le silence, ne s'est pas limité au château de Windsor. Au contraire, il a commencé à imprégner progressivement le cadre plus large de la monarchie, influençant les comportements, les rôles et la visibilité d'une manière d'abord subtile, mais qui est finalement devenue plus évidente. Plutôt qu'un changement brusque, ce qui s'est produit est une transition progressive qui s'est manifestée à travers des schémas plutôt que des déclarations. Catherine, princesse de Galles, a commencé à assumer un rôle plus important dans les fonctions royales au sein de cet environnement en mutation. Bien que ces apparitions n'aient pas été présentées comme la continuation directe ou le remplacement de l'héritage de quiconque, ces activités ont commencé à ressembler à celles de Diana, princesse de Galles. Sous son influence, les projets d'intérêt public ont commencé à bénéficier d'une attention renouvelée, en particulier ceux liés aux enfants, à la santé émotionnelle et au soutien communautaire. Les organisations et les initiatives caritatives qui avaient auparavant été étroitement associées à l'image publique de Diana ont commencé à réapparaître sous une forme plus active au même moment. Il ne s'agissait pas de changements largement médiatisés ni de relances bruyantes, il s'agissait plutôt de réactivations discrètes, habilement réintégrées dans le rythme des activités royales. De plus, le langage et l'accent mis sur ces initiatives ont commencé à évoluer, s'alignant davantage sur des thèmes de compassion, de bienveillance et d'impact social à long terme. Ce changement a concerné non seulement les actions caritatives, mais aussi les engagements royaux. Un nouvel équilibre a commencé à se dessiner dans le choix des événements, le format des apparitions et les personnes représentant la couronne dans les lieux publics. Ces changements étaient suffisamment cohérents pour être remarqués, mais pas assez soudains pour provoquer immédiatement des conflits. Ils ont donné naissance au fil du temps à un schéma distinct de réajustement au sein de l'identité publique de la monarchie. D'autre part, le rôle de la reine Camilla, lors de ces occasions royales importantes, a commencé à évoluer différemment. Ce changement s'est caractérisé par un lent déclin de sa visibilité, plutôt que par un retrait ou une exclusion publique. Elle semblait participer moins fréquemment qu'auparavant aux engagements centraux et on la mentionnait moins dans certains contextes. Ce changement n'a pas été formulé en termes officiels de changement, ni présenté comme une rétrogradation. Il a plutôt émergé de son absence des vides laissés par la diminution de sa présence. Cela a été interprété comme un repositionnement plutôt que comme une élimination au sein de la structure de l'institution. Sa position dans le contexte plus large de l'activité royale avait changé, mais son rôle restait le même. En apparence, la hiérarchie était toujours en place, mais il était évident que la répartition du poids symbolique et de l'attention avait changé. Tout cela a abouti à une redéfinition plus profonde de l'orientation, plutôt qu'à une simple correction des récits antérieurs. À travers une série de changements soigneusement planifiés et régulés, la monarchie ne se préoccupait plus uniquement de maintenir son cadre historique. Elle modifiait activement le cours de cette histoire, déterminant quels éléments resteraient essentiels et lesquels s'effaceraient progressivement à l'arrière-plan de son identité en mutation. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise le mieux cette transition royale? L'autorité d'Anne, l'engagement de William, ou bien la réintégration définitive de Diana est-elle le résultat du silence de Charles? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer